je suis médecin à Gustave Roussy, donc centre de lutte contre le cancer à Villejuif. Je suis réanimateur, donc vous savez, cette population, ces praticiens dont on entendait beaucoup parler à l'époque du Covid, la réanimation médicale. Et je travaille donc dans un centre de lutte contre le cancer, principalement maintenant autour des questions compliquées, des cas complexes. Je travaille en priorité avec mes collègues de soins palliatifs, beaucoup plus qu'avec les réanimateurs de nos jours, parce que j'ai dirigé la réanimation jusqu'à 2019 et puis je suis passé à autre chose. Et je donc m'intéresse forcément à ces questions de la fin de vie et à ce débat sociétal qui a ressurgi qui existe depuis longtemps, hein, déjà depuis le débat avec le sénateur Caillavet dans les années 70-78, mais qui a repris de l'actualité de façon extrêmement récente depuis 2 ans, notamment avec l'avis du CCNE. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'être venus vraiment aussi nombreux. Je suis extrêmement touché. Je vous laisserai, alors vous pourrez lire une interview qui résume un petit peu, enfin qui dit un certain nombre de choses dans le journal de Saône-et-Loire pour lequel j'ai été interviewé il y a quelques jours par Madame Constant. Donc ça, c'était vraiment très agréable. Et on va essayer de faire le tour un peu des questions. Je ne sais pas si vous saurez dire à la fin ce que je pense. Quel est mon avis, et j'espère que finalement, non. Et d'essayer d'avoir un regard le plus circulaire possible. Un avis, j'en ai un, certes, mais on va essayer de balayer les différents enjeux de cette question très épineuse qui est celle de la fin de vie, de l'aide active à mourir, ou de l'aide médicale à mourir, ou de l'aide à mourir, a dit le président Macron. Voilà les grandes lignes. Alors, donc, tout a commencé ou recommencé en septembre 2023, puisque le Conseil national d'éthique a rendu son avis numéro 139, hein, qui s'appelle autonomie, enfin, qui se centre autour de l'autonomie et de la solidarité. Et c'est le 4e avis du CCNE, Conseil consultatif national d'éthique, sur cette question de la fin de vie. Il y en a eu donc d'autres avant, et notamment un avis du professeur Sicard en 2000 qui était également très important. Et pour la première fois, le Conseil national consultatif d'éthique ouvre la porte à une possibilité d'inscrire dans la loi une possibilité d'aide active à mourir. Donc on va redéfinir un peu ça, même un peu carrément ça tout à l'heure, pour parler véritablement de la même chose. Alors comme vous l'avez entendu en entrée, une de mes phrases vraiment préférées d'Albert Camus qui porte sur l'intransigeance exténuante de la mesure. C'est un sujet d'une telle complexité, on finira là-dessus, qu'on ne peut pas se permettre de toucher une seule extrémité sans avoir les deux à la fois, comme disait Blaise Pascal. Et j'aime bien aussi cette phrase de Friedrich Nietzsche, « Malheur à moi, je suis nuance ». Donc là-dessus, dès qu'il y a dogmatisme, dès qu'il y a je suis certain que ou je suis certain que ne pas, on est forcément dans l'erreur. C'est également ce que dit Frédéric Worms, le philosophe parisien, qui dit ne pas être déchiré, c'est être déjà dans l'erreur. Donc voilà un petit peu la tonalité globale de ma présentation. Je vais essayer d'instruire à charge et à décharge à peu près chacun des arguments. Alors des mots pour le dire, parce qu'effectivement, il faut nommer les choses correctement. Donc rapidement, des grandes définitions. Le vocable global, c'est l'aide active, ou pas active, mais l'aide à mourir, qui contient 2 modalités, on va dire, on en reparlera un petit peu dans le détail tout à l'heure. Le suicide assisté ou l'assistance au suicide. Là, il s'agit pour une personne, dans tous les cas, de toute façon, c'est une personne qui fait la demande pour elle-même. Hein. Mais dans le premier cas de l'assistance au suicide, il s'agit qu'une équipe, puis un praticien, prescrivent la substance létale et que la personne se l'administre elle-même. L'autre pratique est celle qu'on appelle l'euthanasie, qui vient du grec euthanatos, la bonne mort, qui évidemment est chargée de plein de connotations très négatives, notamment au décours de la Deuxième Guerre mondiale, mais actuellement on va revenir à des choses plus
plus sage et plus médiane, qui consiste à dire que l'euthanasie, en tout cas dans la pratique médicale telle qu'elle se décline dans les différents pays du monde qui ont légiféré, c'est le fait qu'un praticien, là pour le coup, administre lui-même le produit létal à la personne qui en a fait la demande. Donc voilà les deux grandes notions, suicide assisté, euthanasie, lesquelles sont recouvertes par l'aide active ou médicale, diront les uns ou les autres, à mourir. Alors, c'est très difficile de légiférer par rapport à ça. D'ailleurs, la preuve, ça fait 50 ans qu'on essaye ou qu'on y pense et qu'on n'ose pas le faire et qu'on ne peut pas le faire en France. Et Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, qui est vraiment un philosophe, le philosophe peut-être de la connaissance, qui dit que sur certains cas, il est impossible de légiférer et il faut avoir recours, pour la préciser, à une décision de l'Assemblée du peuple. Alors l'Assemblée du peuple, on peut dire qu'effectivement ce sera l'Assemblée nationale, ou que ce sera le Parlement, donc l'Assemblée et le Sénat, mais on peut aussi dire que c'est déjà ce qui s'est passé il y a exactement 1 an maintenant, c'est-à-dire au CESE, le Conseil économique et social et environnemental, la Convention citoyenne, qui s'est réunie pendant 9 week-ends de 3 jours, de mi-décembre à fin mars, qui a rendu son avis le 4 avril, je crois, ou le 3, et qui a réuni 185 citoyens au départ, 184 à l'arrivée. Le seul qui a manqué est quelqu'un qui a trouvé du travail entre les deux et qui donc n'a pas pu même entamer les travaux, sinon aucune défection. Dans la conférence citoyenne climat, il y avait eu 1/3 de pertes, si je puis dire, de personnes qui étaient rentrées dans la conférence et qui finalement s'étaient désistées. Là, tous ceux qui ont commencé ont fini. C'est un exercice de démocratie qu'on peut appeler délibérative, donc c'est probablement c'est plus profond que la démocratie participative, où là on donne nos avis un petit peu comme ça à la volée, les sondages, les référendums, etc. Là, véritablement, il y a eu une montée en puissance et en connaissance et en implication de la part de ces 184 personnes à laquelle j'ai assisté, puisque j'ai participé un petit peu au début, au milieu et à la fin, et c'était très très touchant de voir à quel point il y avait à la fois de la montée en connaissance et du respect entre les gens qui pourtant ne partaient pas tous avec le même avis. Certains d'entre eux en ont changé, d'autres non, mais c'était un exercice de démocratie véritablement très très important. Et juste à la fin de à la remise de ce rapport que voici, le lendemain, le président Macron a reçu un certain nombre de conventionnels et leur a promis qu'à l'agenda politique serait mise cette question de l'aide active à mourir qui ferait l'objet d'un projet de loi, puis d'une présentation au Conseil d'État, Conseil des ministres, Parlement, etc., enfin d'un processus qui allait s'enclencher ainsi qu'il l'avait promis lors de sa candidature. Donc voilà la première étape, c'était l'avis 139 du CCNE. La deuxième, c'est cette convention citoyenne, 27 jours au total de réunions de personnes qui ont été strictement tirées au sort selon les méthodes d'un sondage, c'est-à-dire pour être représentatif de la population en termes d'âge, de sexe, d'origine géographique, etc. On avait à notre disposition déjà un certain nombre de choses. Le Centre national soins palliatifs et fin de vie, avec lequel je travaille aussi un petit peu, a publié des travaux auxquels vous pouvez tout à fait vous référer, qui sont vraiment totalement mis à jour. Le panorama des législations sur l'aide active à mourir dans le monde, qui date de fin janvier 2022, qui a été réactualisé, et l'Atlas des soins palliatifs et de la fin de vie en France, qui a été réactualisé cette année, toute fin de 2023. Donc là, on avait des documents qui nous permettaient déjà de se faire une idée et d'éviter les raccourcis mentaux auxquels on se prête tous un peu facilement quand on a besoin de dire c'est bien, c'est mal. Et donc là, ça nous permettait d'aller lire en profondeur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui marche, ce qui ne marche pas dans les pays étrangers d'une part et dans nos soins palliatifs en France d'autre part. Et puis, un certain nombre d'instances se sont saisies de la question et ont émis des avis. Alors là, je vous en ai mis 2, mais donc après l'avis 139 du CCNE, il y a eu par exemple la Ligue nationale contre le cancer qui a émis son avis numéro 42, c'était en janvier dernier, enfin avant-dernier maintenant, Éthique et cancer, qui là aussi ouvre la voie
à une aide active à mourir éventuelle, en reprenant, là pour le coup, davantage les grands piliers de l'éthique. On peut discuter la façon dont ils les ont analysés. Les 4 grands piliers de l'éthique, pour faire simple et pour vous les rappeler, sont édictés par des Américains, Childress et Beauchamp en 1979, bienfaisance, non-malfaisance, autonomie et justice. Et bien, en reprenant ces 4 grands piliers éthiques, la Ligue nationale contre le cancer a rendu un avis qui ouvrait également à la possibilité de au moins réfléchir à la question. Et puis l'Académie nationale de médecine s'y est mise également. Donc, et puis l'Académie de chirurgie, très récemment, a également publié un avis. Donc tous nos grands sages, on va dire, se sont penchés sur la question et ont donné un avis. Pendant ce temps-là, il y a eu quantité de publications d'un petit peu tout le monde qui n'a pas parlé sur le sujet, et moi-même j'ai commis des petites choses. Là, vous avez à gauche, alors c'est sur le site de l'association Terra Nova, qui est un think tank, donc un organe de réflexion qui édite beaucoup de pensées, de travaux sur la pensée politique, la pensée en démocratie, etc. Et donc là, vous avez par exemple un premier article de Martine Lombard, qui est donc très pro-évolution législative, qui dit « Faut-il encore opposer les soins palliatifs et l'aide active à mourir ?» Puis lui répond Claire Fourcade, la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, quelques semaines après, « L'état, la mort et le tragique ». Et puis moi, j'avais essayé de faire une synthèse derrière pour dire que finalement, je me reconnaissais que partiellement dans chacun de leurs 2 papiers, et d'essayer de trouver ce qui me semblait à garder et ce qui me semblait peut-être à discuter. Et puis des livres, alors il y en a eu une ribambelle. Évidemment, le meilleur est celui que vous pourrez acheter là-bas. Mais blague à part, Martine Lombard, je vous en ai déjà parlé, L'ultime demande, donc fin 2022, a vraiment un livre très, très, très important. À l'autre extrême, Isabelle Marin et Sarah Piazza, qui disent euthanasie, un progrès social, point d'interrogation. Et donc la réponse, évidemment, à travers leur questionnement est pour elles non. Mourir sur ordonnance également du docteur Lefebvre-Desnouettes, qui est extrêmement intéressant également. Et puis voilà, peut-être plus de livres contre l'évolution législative que de livres pour. Et moi, j'avais essayé de mettre mes idées en place, parce qu'il y a 2 ans, j'aurais peut-être pas tenu ou eu le même discours exactement que maintenant. Il m'a fallu mettre sur le papier les choses pour arriver à me les représenter réellement. Et puis la dernière étape, eh bien, c'est il y a 10 jours, 8 très exactement, le président Macron qui publie une interview dans Libération et dans La Croix, la même interview, qui donne le top départ, si je puis dire, au processus de délibération plus politique, pas uniquement citoyenne, en disant ben voilà, ça va passer à tel moment au Conseil d'État, ça va venir à tel moment au Conseil des ministres, et ça passera en examen lent et non pas en examen accéléré auprès du Parlement à partir de fin mai, début juin. Et on en a pour, après, probablement 12 à 18 mois de discussion, si on en croit le législateur, avant de trancher. Donc on a du temps de discussion devant nous, et c'est vraiment un temps qu'il faut mettre à profit pour faire peser le pour, le contre de chacune de toutes les options. Alors un petit rappel sur les lois, la loi est dure mais c'est la loi. Eh bien les lois de santé, je vous en résume ici 3 ou 4. Avant même celle-là que vous avez à gauche qui s'appelle déjà la loi Kouchner, la fameuse loi du 4 mars 2002, qui porte sur le droit des patients et qui notamment promeut et donne le droit à toute personne de refuser des traitements. C'est quand même une première étape extrêmement importante. Mais 3 ans avant, en 1999, il y avait déjà une loi Kouchner sur les soins palliatifs qui donnait normalement, en théorie, accès à toute personne le nécessitant en France, l'accès à des soins palliatifs. On sait qu'en pratique, ça n'est pas le cas, faute de moyens, faute de départements qui sont pourvus comme il se doit en termes d'unités, en termes de praticiens, etc. Mais c'était en tout cas inscrit dans la loi et ça traitait également du traitement de la douleur.
Donc la première grande loi, en tout cas Kouchner, celle du 4 mars 2002, c'est vraiment celle qui est la loi de démocratie en santé, c'est-à-dire d'acquisition de droits du patient comme contrebalançant les droits du professionnel qui jusqu'à présent étaient quand même plutôt dans une posture, et l'est parfois encore en France, dans une posture paternaliste. Et puis 3 ans après est venue la loi dite Leonetti, Jean Leonetti, qui a fait cette loi d'avril 2005, qui est vraiment extrêmement importante, alors là spécifiquement sur la fin de vie, qui dit qu'on peut rédiger des directives anticipées, donc ça le professeur Aubry vous en parlera dans quelques temps. On revient sur la personne de confiance également, dont avait déjà parlé la loi Kouchner. Et puis, il devient interdit, si je puis dire, dans la loi Leonetti, de recourir à l'obstination déraisonnable. C'est-à-dire que ça protège à la fois le patient qui peut dire au médecin « je veux que là, ça s'arrête et que vous arrêtiez les traitements de support que j'ai et que j'estime ne plus supporter ». Et ça protège également le corps soignant qui peut, en réanimation par exemple, stopper une ventilation artificielle ou une dialyse, des dialyses pour un patient qui est en situation totalement dépassée, par exemple dans un coma végétatif. Donc ça, c'est une avancée absolument majeure de la loi de 2005, dite loi Leonetti. Et puis on remet, si je puis dire, le couvert en 2016 avec la loi Claes-Leonetti, donc Alain Claes associé à Jean Leonetti, l'un de gauche, l'autre de droite, mais qui pensent les mêmes choses et qui essayent de faire évoluer les choses dans un sens vertueux, qui renforcent le rôle de la personne de confiance, qui renforcent le rôle des directives anticipées et leur puissance, qui devient même opposable au médecin, c'est-à-dire que si le patient il a écrit « je ne veux pas de », bien le médecin, il faut qu'il soit sévèrement armé, qu'il ait des gros arguments pour aller contre ce qu'a dit le patient. Et puis ça introduit la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes porteur d'une souffrance dite réfractaire, porteur d'une maladie fatale, létale, mortelle, et que cette maladie le soit fatale à court terme, et ce court terme a ensuite été précisé par la Haute Autorité de Santé comme étant de quelques heures à quelques jours, la personne, encore une fois, il s'agit toujours d'une demande du patient, de la personne humaine, demander à être endormie de façon définitive, avec un décès qui va survenir dans les heures ou dans les jours qui viennent, cette mise sous sédation. Donc ça, c'est une avancée supplémentaire de la loi en 2016. Et puis, eh bien, on va voir qu'il y a probablement des trous qui restent présents dans l'arsenal législatif tel qu'il est actuellement, ou pas, mais ça, ce sera au législateur d'en juger et de dire ce qu'il y a lieu réellement d'améliorer et de retenir dans le projet de loi Macron. Mais il va probablement se passer des choses en 2024 et plus probablement en 2025, le temps que ça passe devant le Parlement. Alors, un petit tour d'horizon des situations médicales dont on parle. Elles sont toutes singulières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les situations de fin de vie. Il y aura une diapo à la fin où je parle des pronoms définis ou des articles définis, le patient, les médecins de soins palliatifs, les, comme si tout le monde était pareil et en totalisable dans une seule entité. Non, il y a des situations très très particulières et pour l'aide active à mourir, eh bien, elles sont au nombre de 5 ou 6, ces situations qui ont fait l'objet d'une légalisation, en tout cas dans certains pays étrangers et notamment certains pays limitrophes. La première d'entre elles, là j'ai pris des affiches de films à chaque fois parce que je pense qu'on apprend beaucoup en médecine grâce au cinéma. À la littérature aussi, mais le cinéma est extrêmement... D'ailleurs, il y a des philosophes qui ont travaillé sur l'intérêt du cinéma dans la médecine pour nous faire porter un certain nombre d'émotions et de réflexions extrêmement profondes. Les invasions barbares, c'est le cancer. C'est la première cause dans les pays du Benelux, par exemple, Belgique, Pays-Bas, etc., de demandes d'aide active à mourir. Environ 2/3 des demandes d'aide active à mourir, pas tout à fait les 2/3, sont liées à une maladie cancéreuse. Non pas que les patients de cancérologie soient les premiers, en général, à demander l'aide active à mourir, mais comme il y a énormément de personnes atteintes de cancer, au total, même si la proportion n'est pas la plus importante parmi eux, c'est eux qui sont en tête des demandes d'aide active à mourir. Donc la maladie cancéreuse très avancée est la première cause dans la quasi-totalité des pays de demandes d'aide active à mourir. La deuxième cause, ce sont, là vous avez ce film
extrêmement beau avec André Dussolier et Sophie Marceau qui s'appelle « Tout s'est bien passé ». Ce sont les maladies neurodégénératives, qu'elles soient motrices, parfois neurocognitives. Ici, c'est un accident vasculaire cérébral qu'a subi l'acteur André Dussolier dans ce film-là. Donc ça, par contre, si elles arrivent en deuxième position en valeur absolue, en pourcentage, les patients qui demandent le plus parmi ceux qui sont atteints de telles maladies, ce sont les patients atteints de maladies neurodégénératives. La troisième grande cause en tout cas emblématique, et qui a donné lieu à ce film tiré d'une histoire vraie qui s'appelle Mar Adentro, d'un Espagnol qui s'appelait Ramón Sampedro en 2003, qui a été atteint d'une tétraplégie accidentelle et qui a vécu 27 ans avec cette tétraplégie, qui au bout de 27 ans a dit « ça suffit, je ne veux plus, je ne veux pas un jour ou une année de plus », et qui s'est battu d'abord face aux médias, face à la classe politique espagnole, et puis ensuite tout seul, puisque sa demande n'a pas été jugée à ce moment-là recevable, pour obtenir une aide active à mourir. Donc cette histoire-là, évidemment, pour lui, c'est d'autant plus compliqué qu'il n'a ni bras ni jambes pour procéder à cet acte, et que donc il lui faut techniquement, déjà rien que techniquement, une aide d'une tierce personne. Donc ça, c'est la troisième grande situation. Donc Ramón Sampedro en Espagne, mais également Federico Carboni en Italie, d'autres en France qui ont été moins médiatisés, mais des cas existent réellement. La quatrième situation est celle de coma chronique pour des personnes qui n'auraient pas d'assistance artificielle. Là, ici, je vous ai mis La Belle endormie de Marco Bellocchio, au film franco-italien. Vous avez ici Isabelle Huppert, mais quantité d'autres très très bons acteurs dans ce film également. Là, on a affaire à une jeune femme, Eluana Englaro, donc histoire vraie également, dont la famille a dû lutter contre le gouvernement Berlusconi à l'époque pour obtenir simplement l'arrêt de la ventilation mécanique. Donc là, vous voyez, on n'est pas dans... Vous le voyez d'ailleurs, elle a un tube et une trachéotomie et un appareil pour respirer. Là, on aurait pu se contenter d'une limitation et arrêt des thérapeutiques. Mais même ça, c'était quelque chose qui posait problème en Italie à cette époque-là. Et pour des patients qui n'ont pas de suppléance, comme Vincent Humbert, à une certaine époque, n'avait pas de ventilateur ni de machine pour l'aider à uriner, etc., eh bien, lui n'était éligible à rien, et pourtant il était en situation non pas végétative, mais en situation très très avancée sur un plan neurologique. La cinquième situation, là évidemment on commence à atteindre les confins de ce dont on parle, hein, et donc ça peut être pour les uns ou pour les autres, parmi nous tous, moi compris, douloureux d'évoquer des situations telles que le grand âge. Ce film Amour de Haneke, qui associe Emmanuel Riva et Jean-Louis Trintignant, concerne un couple très très âgé, musiciens, les deux, virtuoses. Elle fait plusieurs accidents cérébraux, elle vieillit, elle ne veut pas vieillir comme ça, il ne veut pas qu'elle vieillisse comme ça, et donc il va procéder finalement à une accélération de sa fin de vie. La question du grand âge ne sera pas incluse dans le périmètre de la future loi, hein, le président Macron l'a exclu. D'autres pays ne s'y sont pas opposés et ont traité de cette question, raison pour laquelle, moi je ne me prononce pas, hein, pour ou contre, je vous montre ce qui globalement a été mis dans les situations qui sont discutées dans les différentes législations. Et la sixième situation, alors là ce film n'a rien à voir, mais il traite de Franco Basaglia, qui est un grand psychiatre italien, et donc ce sont les situations psychiatriques avec les grands états dépressifs considérés comme réfractaires à tout. Là non plus, ça ne sera pas dans le périmètre de la future loi. Le président Macron l'a dit de façon extrêmement claire, ni les personnes mineures, ni les personnes atteintes de troubles psychiatriques. Pour autant, la Belgique, par exemple, il y a quelque temps, et ça fait énormément débat, et on peut véritablement le comprendre, a accédé à une demande d'une jeune fille de 23 ans qui, 7 ans plus tôt, avait été victime psychologique. Elle n'avait rien subi de façon physique, mais elle avait vu exploser sous ses yeux des tas de gens à l'aéroport de Bruxelles en 2016. Elle n'a pas supporté, elle a fait un syndrome dépressif gravissime, elle a demandé une aide active à mourir.
Et au bout d'un certain moment, les experts de psychiatrie et de Belgique ont dit d'accord pour ça. Donc voilà à peu près les grandes situations. Vous voyez, très loin devant, en haut à gauche, les invasions barbares, donc le cancer. Juste derrière, les maladies neurodégénératives, mais également toute une myriade d'autres situations qui posent toutes questions à des degrés divers dans les différents pays qui ont légiféré. Alors il y a 4 grandes questions derrière tout ça. Comment justifier l'aide active à mourir? Première grande question. Si on regarde, alors très souvent on nous fait lire Sénèque, cet auteur romain, donc un grand auteur stoïcien, qui dit la meilleure solution, la meilleure mort est celle que l'on choisit. Une mort simple, commode, pourquoi ne pas s'adjuger cette dernière? Quand on lit Montaigne, la mort la plus belle mort, c'est la mort volontaire. Mais là, finalement, on se rend compte que, contrairement à ce que les partisans d'une légalisation de l'aide active à mourir souvent arguent, c'est une acceptation du suicide, pas du suicide assisté. Ça veut dire que les auteurs stoïciens, jusqu'à Montaigne, disent on a le droit, et ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas un crime contre Dieu ou contre le roi, que de se suicider, ce qui sera d'ailleurs entériné par la Révolution française. Mais donc là, à ce stade-là, quand on fait référence aux auteurs stoïciens, finalement, ils nous disent surtout on a le droit de mettre fin soi-même à ses jours. Par contre, quand on regarde un peu plus près de nous, quoique Thomas More, dans l'Utopie, on doit le langoureux qui doit, c'est en bas à droite, s'exempter lui-même de cette si douloureuse et misérable vie, comme d'une prison, d'une torture, ou de son gré souffrir que les autres l'en ôtent. Donc là, pour le coup, il demande de l'aide. Et vous avez Kafka qui meurt d'une tuberculose laryngée et qui demande à son médecin et ami, Spinoza avait également demandé de l'aide à son médecin et ami c'est débattu, mais en tout cas pour mettre fin à ses jours. Si vous ne me tuez pas, vous êtes un assassin. Alors là, on ne parle plus de suicide. On parle réellement de suicide assisté, voire d'euthanasie. On est dans une situation où la personne malade, souffrante, en fin de vie, demande qu'un tiers vienne l'aider au minimum en prescrivant, au maximum en administrant. Plus près de nous, toujours dans cette époque-là, on va retrouver, mais là on revient plus chez les anglo-saxons, Francis Bacon, qui dit que le rôle du médecin, certes, c'est d'essayer de guérir, on est d'accord, essayer l'adoucissement propice à la guérison, mais également aider à trépasser paisiblement et facilement. À mon sens, ils devraient à la fois perfectionner leur art et apporter du secours pour faciliter et adoucir l'agonie et les souffrances de la mort. Alors là aussi, pas mal d'exégètes de ce genre de phrases disent « Ah, voyez, Francis Bacon, déjà, c'était une des premières phrases pour l'aide active à mourir ». On peut le lire aussi dans l'autre sens, en disant que c'est une phrase qui dit qu'on doit faire très correctement les soins palliatifs et adoucir la mort, mais sans forcément accélérer les choses. Vous voyez que j'essaye d'instruire à charge et à décharge à chaque fois les arguments qui peuvent être utilisés réellement dans les deux sens, ce qui montre à quel point c'est complexe. La deuxième question, donc la première c'était « faut-il aider activement à mourir ?» La deuxième question c'est « comment ?» Par suicide assisté ou par euthanasie? Si oui, si on a répondu oui à la première. Si on répond non à la première, on revient à la case uniquement médecine actuelle, soins palliatifs qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, sont à développer de façon tout à fait majeure. Mais si on répond oui, la question est de quelle manière? Et là, il n'y a pas deux manières, il y a trois manières de faire. Je vous ai mis juste au milieu la clinique de la Citadelle à Liège, où opère le professeur François Damas, qui est très connu sur le domaine de l'euthanasie. À droite, une maison de Dignitas en Suisse, et en bas, la carte des États-Unis avec l'Oregon. Ce sont vraiment trois modèles, si je puis dire, ou trois pratiques très très différentes. La Belgique pratique prédominamment, même si en théorie elle peut faire les deux, l'euthanasie. C'est-à-dire que c'est une aide active administrée par le praticien.
Il y a possibilité également que ce soit la personne elle-même qui le fasse, mais la quasi-totalité des personnes qui demandent, et d'ailleurs dans le texte de loi, c'est le mot euthanasie qu'on retrouve alors que les deux sont prévus, eh bien, demandent à être activement aidées à la pratique de cette injection létale. En Suisse, c'est une aide au suicide avec une association de bénévoles. C'est-à-dire que vous vous adressez à un médecin qui estime que votre cas est éligible ou non à cette demande, et ensuite vous allez dans les mains, si je puis dire, de bénévoles associatifs qui mettent tout ce qu'il faut à disposition, mais pour que vous preniez, vous, le produit. Et en Oregon, premier État américain, il y en a eu 10 autres depuis, mais qui en 1997 a légalisé l'aide active à mourir, là-bas c'est encore différent. La prescription est faite par un médecin. Vous allez en officine chercher le produit létal ou une potion, en l'occurrence, qui contient 5 médicaments différents que vous allez rapporter chez vous, et vous êtes libre ou pas de la prendre dans les mois qui viennent. On sait qu'à peu près un tiers des personnes, c'est pas un tiers, mais un tiers des gens à qui cette prescription est faite décèdent avant d'avoir pu de toute façon se l'administrer. Un tiers se l'administre en effet, mais un tiers la garde et ne se l'administrera jamais. Donc ce sont 3 manières très différentes. Le modèle de l'Oregon, vous êtes tout seul. On vous prescrit quelque chose, mais la personne se retrouve seule. Est-ce que c'est ça que l'on souhaite? Est-ce que le rôle des soignants, si jamais on dit que, à la question précédente, on a répondu oui, est-ce que le rôle des soignants ne va pas jusqu'à être présent? Je pose juste la question. La question suisse, pareil, la personne n'est pas toute seule, mais dans les mains de bénévoles. Il y a eu certes un examen médical à un certain moment, mais après, il n'y a plus de soignants dans l'histoire, ou des soignants à titre de bénévoles, de volontaires, mais c'est différent. Et finalement, le modèle où il y a le plus d'encadrement médical jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, c'est le modèle belge. Lequel est le bon? On en discutera tout à l'heure, enfin le bon, je ne sais pas si d'ailleurs il y en a un bon, mais lequel sera adopté en France, vous verrez que le modèle proposé par le président Macron, parce que c'est vraiment lui qui est très aux commandes de la pensée autour de ça, et ses conseillers l'aident évidemment, mais il y a vraiment une véritable pensée présidentielle autour de ça. Il n'a pas voulu laisser la main, si je puis dire, à tort ou à raison, mais en tout cas, voilà, il s'est beaucoup investi là-dedans, est un modèle qui est plus proche, enfin, à mi-chemin de la Suisse et de l'Oregon. La troisième question, c'est quelle liberté? Et quelle liberté pour le patient et quelle liberté pour le soignant? Pour le patient, je reprends cet échange dans Mar Adentro, un prêtre qui vient visiter Javier Bardem, donc Ramon Sampedro, lui dit « Une liberté qui coûte la vie n'est pas la liberté ». Et Ramon Sampedro lui répond « Une vie qui coûte la liberté n'est pas une vie ». Donc ça, c'est la liberté du patient. Mais inversement, quand un jeune interne, dans le livre de Marco Bellocchio, reçoit une jeune fille qui, toxico, en déshérence, etc., a fait N tentatives de suicide, veut en refaire N plus une. Elle lui dit « Je veux juste en finir, c'est ma liberté ». Et lui, il lui répond « Tu es libre de te tuer, je suis libre de t'en empêcher, je serais un lâche si je ne faisais pas tout mon possible pour t'en empêcher, et pas seulement parce que je suis médecin, mais par humanité, par simple humanité, je n'ai pas d'autre mot, si quelqu'un essaye de se jeter par la fenêtre, je l'en empêche, sans me demander si c'est juste ou pas ». Donc, encore une fois, c'est extrêmement important, ça, parce que s'il s'agissait que de suicide, à la limite, on demande l'aide à personne. Liberté absolue. Et là, on demande l'aide à un tiers. Il faut donc que ce tiers, ce médecin prescripteur ou cette infirmière qui va mettre la perfusion et ou qui va appuyer sur le bouton, soit également volontaire et exerce sa propre liberté en faisant cela. Et donc, évidemment, ça pose question. Beaucoup de personnes qui sont contre la légalisation de l'aide active à mourir disent il y aura beau y avoir la clause de conscience, on est en train un peu de m'imposer quelque chose que d'une manière ou d'une autre je ne veux pas.
Hans Jonas, donc philosophe qui a écrit un livre spécialement qui s'appelle Le droit de mourir et qui, contrairement au titre, n'est pas un livre plaidoyer pour l'aide active à mourir, dit très clairement on ne saurait équitablement demander aux médecins de prendre la moindre de ces mesures positives, c'est-à-dire on va dire actives, en ayant cet objectif-là. Donc, beaucoup de philosophes ont réfléchi à ça jusqu'à il y a peu et étaient plutôt contre pour une majorité d'entre eux. Et Georges Canguilhem, qui pourtant n'était pas pour, lui non plus, mais lui il dit une chose très importante, il nuance un peu. Il dit avant je ne suis pas pour, mais si on fait, si quelqu'un doit faire, c'est le médecin. C'est une situation qui se passe entre un malade et son médecin. Un médecin ne peut aider que son patient à mourir dans le strict cadre d'une relation individualisée et intime. La liberté, oui, mais la liberté avec un degré de fraternité, ou supposé tel, on a beaucoup critiqué ce mot de fraternité comme disant si à ce moment-là, les autres, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'êtes pas fraternel. Non, c'est une forme de fraternité qui va jusqu'à l'assistance du médecin dans le geste, dit Canguilhem, tout en disant qu'il ne faut pas atteindre ça, mais que si ça se fait, c'est dans le cadre singulier avec l'assistance du médecin. La quatrième question, c'est faut-il légiférer ? Et là, Hans Jonas à nouveau dit la mort gracieuse ne me paraît pas requérir une législation sur l'euthanasie, mais seulement un affinement d'une notion de faute de l'art dans la jurisprudence. Alors ça, c'est ce que, jusqu'aux années 2000, jusqu'à récemment encore, mais en tout cas le rapport Sicard, nommait l'exception d'euthanasie. Et ce que disait également Robert Badinter, que je cite un petit peu plus bas, rien ne peut changer le fait que le médecin est et restera seul devant sa conscience. On peut légiférer, et on le peut. On peut songer à une exception d'euthanasie, mais on retombera toujours sur la solitude du médecin. Jusque dans les années 2000, Didier Sicard et puis Robert Badinter et d'autres, Robert Badinter que beaucoup de gens ont fait parler après sa mort, dans un sens comme dans l'autre, de façon, à mon sens, assez honteuse, parce qu'il avait une position, je pense, plus nuancée que celle que les partisans ou les opposants ont voulu lui faire prendre. Toujours facile de faire parler les gens quand ils ne sont plus là. Mais en tout cas, l'idée c'est, l'exception d'euthanasie doit pouvoir rester quelque chose qui est fait de façon singulière, hors la loi, et si la loi a à s'en saisir, elle sera indulgente. Ça, c'était l'exception d'euthanasie telle que la concevait Didier Sicard. L'exception d'euthanasie telle que la conçoit le président de la République dans ce qu'il amène dans son projet de loi futur, il dit dans quelques cas rarissimes et dans quelques cas où la personne ne serait pas en mesure, faute de capacité motrice notamment, de s'administrer la substance, il pourrait y avoir une aide par un intervenant extérieur, y compris soignant éventuellement. Donc là, c'est une exception, mais une exception non pas en clandestinité, mais une exception sous forme de l'essentiel, c'est l'aide active à mourir, c'est le suicide assisté, et exceptionnellement, on recourrait à l'euthanasie. Alors, quels sont les enjeux dans tout ça ? On va aller assez vite, mais dans toutes les questions qu'on se pose dans nos têtes, est-ce que ce dont on a peur dans tout ça, est-ce que les gens, dans leur fin de vie, ont peur de la mort ou ont peur du mourir ? La Rochefoucauld, lui, dit « Ni la mort ni le soleil ne peuvent se regarder en face ». Cette citation est extrêmement connue et elle est abondamment citée. Donc là, c'est la mort qui fait peur. Mais Montaigne, lui, il dit « C'est pas la mort que je crains, c'est le mourir, c'est de mourir, c'est le moment de ces dernières minutes, dernières heures, derniers mois peut-être de vie. » Et donc, selon qu'on est plutôt dans une crainte de la mort ou plutôt dans une crainte du phénomène de l'agonie et de la vie qui s'achève, mais en étant toujours conscient et vivant, eh bien, on ne va probablement pas avoir la même vision des choses quant à la nécessité de légiférer ou pas sur l'aide active à mourir. Et toujours dans cette dialectique-là, Hemingway, dans les neiges du Kilimandjaro, qui dit que, évidemment, ce qui le terrifie beaucoup plus que de mourir, c'est la douleur. Et donc ça, c'est un argument qu'utilisent beaucoup nos collègues de soins palliatifs en disant « mais maintenant, on arrive à calmer énormément de douleurs, en particulier physiques. Effectivement, c'est plus du tout la même chose
depuis qu'on a un usage tout à fait bien maîtrisé de la morphine depuis une trentaine d'années, alors qu'avant on ne savait pas faire, c'est vrai aussi. Et puis cette citation de Diogène et d'Antisthène, un jour Diogène vint chez Antisthène avec une petite épée. Comme ce dernier lui disait « Qui pourrait me délivrer de mes souffrances ?» Diogène lui montra la petite épée et il dit « Ceci ». Mais Antisthène reprit « J'ai dit de mes souffrances, pas de la vie ». Donc ça, c'est typiquement au cœur, là on rentre, j'ai exprès fait parler les philosophes pour qu'on ne soit pas à trop s'écharper ou à se critiquer les uns les autres sur des choses trop brûlantes actuellement. Déjà, cette question-là se posait dans l'Antiquité. La question de la constance ou de la fameuse ambivalence, ça aussi, ça nous interroge beaucoup. Oui, mais quand on demande à mourir, souvent, quelques heures après, on ne veut pas, ou quelques jours après, on ne veut pas, et les patients changent souvent d'avis, nous disent les adversaires de l'aide active à mourir. C'est vrai, dans beaucoup de cas, c'est vrai. Pour autant, quelques-uns persistent, quelques-uns vont en Suisse ou en Belgique. Comme quoi, elle est où la vérité? Les gens sont ambivalents ou les gens sont constants? Les, pronom défini, ça n'existe pas. Il y a des gens qui, effectivement, ont cette ambivalence, qui vont changer plusieurs fois d'avis. Il va falloir être extrêmement attentif pour suivre cet avis changeant. Il va y avoir des personnes pour lesquelles, une fois que les choses ont suffisamment ou plutôt trop évolué, eh bien cette demande va s'avérer constante. Et j'aime bien citer ce film, là aussi toujours l'attrait pour le cinéma, même si c'est un petit peu décalé par rapport à ce qui nous occupe aujourd'hui, mais à un moment, Simone Signoret envoie un signe à ses amis de la résistance demandant d'être tué parce que sinon on va déporter sa fille, elle ne peut ni se suicider, ni parler, parce que dans les deux cas, elle ne peut que parler et elle ne le veut pas. Et donc, Luc Jardy, qui est joué par Paul Meurice, dit « Nous allons tuer Mathilde parce qu'elle nous en prie ». Et quelques minutes après, Lino Ventura lui dit « Mais vous êtes sûr de ce que vous avez avancé tout à l'heure au sujet de Mathilde ?» Et Luc Jardy répond « Est-ce que je sais? Il est possible que cette hypothèse soit juste, il est possible aussi que Mathilde ait voulu revoir sa fille et qu'il lui soit devenu moins facile de mourir. » Eh bien oui, c'est difficile de mourir. Et un des arguments que moi j'utilise souvent face à des collègues avec qui on discute de la demande d'aide active à mourir, c'est de dire que personne ne demande à mourir. En général, on veut vivre, on veut tous vivre, on voudrait tous encore un peu. Et les gens qui demandent à mourir, c'est parce que la vie est devenue intenable. Mais s'il y avait encore quelque chose d'un peu tenable, il s'y accrocherait. Voilà, il se peut qu'il lui soit devenu moins facile de mourir, et c'est évidemment quelque chose de difficile. La question de la dignité, vous en entendez parler aussi beaucoup. La dignité, oui, on ne touche pas à la dignité humaine, elle est intangible, elle est ce qu'elle est. Depuis qu'on est né, on est né humain, nous dit Kant, et donc cette seule existence, notre existence, elle nous déclare dignes de vivre. Et inversement, des associations, type l'association pour le droit à mourir dans la dignité, dit elle-même que la dignité, ça peut se perdre, que les gens peuvent se sentir indignes. Donc, elle est où la vérité? Probablement la vérité. Oui, la dignité est ontologiquement, consubstantiellement associée à l'homme. Nous sommes dignes de vivre. Et donc c'est pour ça que le fait d'être un corps ne nous autorise pas à en faire absolument n'importe quoi. Par exemple, on ne peut pas vendre ses organes, on ne peut pas vendre son sang. En tout cas, en France, c'est comme ça. Parce que la dignité humaine ne permet pas ça. Mais d'autres vont dire, oui, mais quand vous êtes alité 100% du temps, que vous êtes dépendant d'une tierce personne pour tous vos actes de la vie quotidienne, que vous faites pipi et caca dessus jour et nuit, et que ça, c'est pas du tout conforme à la façon dont vous avez vécu votre vie et dont vous l'avez construite, vous vous sentez indigne. C'est pas que vous l'êtes, c'est pas que vous vous êtes vu de façon indigne par les autres, c'est un sentiment de la personne de ne plus être en dignité conforme avec ce qu'elle s'est prescrite elle-même. Ça peut s'entendre. Et donc,
Voilà, les adversaires de l'aide active à mourir disent, en citant volontiers Emmanuel Kant, avec cette dignité qui est intouchable, que ce droit à donner la mort ne peut pas exister parce qu'il y a cet impératif catégorique, moral, qui est de ne pas tuer. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, et ça, on ne peut pas passer au-dessus. Et Charles Péguy, dans sa lettre à Halévy, un de ses collaborateurs, dit « Tout ça, c'est bien gentil. Kant, ou le kantisme, a les mains pures, mais il n'a pas de main. » Là encore, la partie opposée de la médaille, c'est bien gentil de dire tout ça, de dire qu'on est digne et machin, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer, mais il y a un moment, c'est pas tenable, dit Charles Péguy. Responsabilité collective ou individuelle? Quand on lit Anne Baer, vous avez dû entendre parler de cette écrivaine qui publiait de jolis livres et qui a eu une maladie neurodégénérative et qui est partie pour une euthanasie à l'étranger. Elle disait, moi, à la limite, je ne suis comptable de rien, c'est ma liberté et ça n'engage personne, ça ne compromet personne. Bah oui, mais non, elle demande quand même l'aide à quelqu'un. Donc, est-ce qu'on est tout seul à vouloir ce qu'on fait? On pourrait rétorquer, ça serait un peu cynique, mais elle pouvait se suicider. Non, là, on demande une aide. On demande une aide à une société qui va devoir, si la législation passe, s'y conformer, mais avec tout un jeu de dominos qui fait qu'on n'est pas tout seul sous le soleil. Et donc, Dostoïevski dit « Chacun est coupable de tout et de tous devant tous, et moi plus que les autres ». Et Sartre, à la limite c'est plus facile à comprendre, notre responsabilité engage l'humanité entière. Non seulement l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais de tous les hommes. Autrement dit, quand je demande à être aidé à mourir, éventuellement avec les meilleures raisons du monde, si je puis dire, parce que ma souffrance est réfractaire, etc., j'enclenche tout un processus qui va se transmettre dans le regard sociétal autour du fait qu'une personne a, alors que c'était interdit jusqu'à maintenant, avoir le droit de donner un produit qui non pas donne la mort, mais accélère la mort. C'est un vrai virage sociétal et on ne peut pas dire que ça n'a pas de conséquences collectives. Ça en a. On les assume, on ne les assume pas, mais en tout cas, c'est difficile de dire qu'on joue tout seul pour son propre compte et que ce qu'on fait n'engage pas les autres. Bien sûr que si, puisqu'on demande de l'aide. La question de la douleur intolérable. Intolérable pour qui? Et là, deux philosophes, Paul Ricoeur et Emmanuel Levinas, qui sont deux grands philosophes de la sollicitude, qui étaient probablement ou auraient été opposés à l'aide active à mourir. Quand on parle de situation intolérable, intolérable pour qui, nous dit Paul Ricoeur? Pour la famille, pour les soignants, pour le malade, il y a une place à l'éthique de la détresse entre le mal et le pire. Donc là, ça pose bien la question de attention, celui qui demande, c'est le patient. Alors évidemment, le patient, il va demander aussi, parfois, parce qu'il ne veut pas se voir comme ça, il ne veut pas que son fils ou sa maman le voie comme ça. Donc il y a forcément une place du regard de l'autre. Et donc c'est intolérable également pour le proche, et c'est entendable aussi que le proche ne puisse plus voir son papa ou sa fille dans la même situation, dans cette situation-là d'extrême dépendance et d'extrême vulnérabilité, d'extrême fragilité, parce que ça ne correspond ni aux valeurs du proche, ni aux valeurs de la personne. Mais en tout cas, il faut, à chaque fois qu'on analysera une demande, on va toujours avoir en tête d'où vient-elle, qui parle. Alors là, on re-rentre un petit peu dans le dur, c'est la notion d'utilité. Est-ce qu'on est, vous savez, on nous dit beaucoup, ça y est, on est dans une société de l'utilitarisme. Alors ça, c'est très anglo-saxon comme démarche depuis 2 voire 3 siècles. Vous lisez John Stuart Mill ou vous lisez David Hume, ça fait limite froid dans le dos. La seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour user de la force contre un de ses membres est de l'empêcher de nuire aux autres. Sur lui-même et sur son corps et son esprit, l'individu est souverain. C'est-à-dire que nous avons un corps. Nous possédons notre corps, nous en sommes dépositaires, dit John Stuart Mill. Alors là, plus frigorifiant encore, supposez que je sois devenu pour la société un fardeau, que ma vie empêche une autre personne d'être plus utile, mon abandon de la vie serait non seulement innocent, mais même louable. Donc là, c'est évidemment, alors c'est des visions qui sont non seulement libérales, ultralibérales, voire libertariennes, qui
les opposants ont le beau jeu de dire, bah voilà, ça y est, on est rentré dans une société où si on n'est plus utile, si on est trop vieux, trop malade, trop handicapé, trop je sais pas quoi, on va nous pousser à nous euthanasier. Ça ne donne pas envie de plaider pour l'aide active à mourir dans la mesure où on nous fait bien sentir qu'il y a un côté utilitaire pour la société ou justement donc d'inutilité et que là, pour le coup, c'est pas recevable. Enfin, dernier petit mot, j'ai presque fini, éthique de la compassion et de l'émotion. Très souvent, on nous dit, bah voilà, vous cédez les partisans de l'aide active à mourir cèdent à une compassion trop facile. Il faut voir plus loin que le bout du nez de la personne qui demande, mais voir toutes les conséquences sociétales. Et effectivement, Hans Jonas nous dit la compassion à elle seule ne fonde aucune éthique. Non, c'est vrai. La compassion, à elle seule, ne fonde aucune éthique. Mais souvenez-vous des 4 piliers de la bioéthique dont je vous parlais tout à l'heure. Bienveillance, bienfaisance, non-malfaisance, autonomie, justice. La compassion, elle active le levier de la bienfaisance. Mais il y a l'autonomie aussi. Donc on est d'accord, l'émotion, la compassion ne suffisent pas, mais c'est déjà un levier très très important qui va s'appuyer sur un autre levier qui est celui de l'autonomie de la personne. Alors, très rapidement, les enjeux sociétaux. En fait, est-ce qu'on n'est pas en train, avec l'aide active à mourir, de répondre, de donner une mauvaise réponse à une question qui est, pour le coup, une question très, très, très juste. Vous avez ici ce monde-là qui bouge, qui devient un monde de plus en plus peuplé. Donc on est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus vieux, et encore si on vit tous comme Einstein et Niels Bohr, je pense que ça sera pas mal, et on est de plus en plus malades. Donc ça veut dire, normalement, si on s'arrête à cette représentation-là, on devrait se dire, bah, développons les soins palliatifs. Ça doit suffire. La bonne question, effectivement, la question centrale, pour 98% des demandes et des questions de fin de vie, c'est celle-là. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là où émettent une objection les gens qui sont favorables à l'aide active à mourir, c'est de dire, oui, mais il reste ces 2, 3, 4%, selon qu'on est en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, de personnes qui ne sont pas prises en compte par les lois actuelles. L'autre constat, plus sociétal, hein, là je suis passé à quelque chose de plus contemporain, c'est la mort ensauvagée. Alors pour ceux qui ne les ont pas lus, je vous engage à lire ces 2 volumes d'un même livre de Philippe Ariès, L'homme devant la mort, et notamment la fin du 2e volume dit tout ce qui est en train de se passer maintenant. Il a écrit ça en 1977, il nous explique bien que la mort ne fait plus partie de notre paysage. On ne la discute plus, on n'en parle plus en famille, on a évacué nos rites funéraires, on a évacué les cimetières des centres de village, ils sont systématiquement en périphérie et on ne meurt plus chez soi, on meurt à l'hôpital. Donc tout ça est très très vrai. Finalement, peut-être que le débat en tout cas qu'on vit actuellement aura eu une vertu depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est de remettre la mort au centre de nos préoccupations, sans que ce soit mortifère non plus et qu'on se flagelle tous les soirs avec cette idée-là en se disant « mon Dieu », mais au moins on aura parlé de quelque chose qui était devenu tabou alors que ça nous concerne tous. L'autre constat sociétal qu'on peut faire, c'est la médicalisation à outrance dans laquelle nous sommes engagés. Et là, je vous ai mis Foucault et Karl Jaspers à droite. De plus en plus, la médecine nous permet de vivre longtemps, plus longtemps, en meilleure qualité de vie pendant un certain temps, et au-delà quand même d'un moment, eh bien, une certaine dégradation de cette qualité de vie quand même peut survenir, soit parce qu'on est au-delà de la énième chimiothérapie, soit parce qu'on est au-delà de la énième crise d'insuffisance respiratoire ou cardiaque, soit parce que on est très très âgé, qu'on a plein de choses qui se sont cumulées et qui, aucune ne nous tue, mais peuvent induire une forme de sentiment de vie qui est maintenu artificiellement. Et la médecine nous permet tout ça. Donc, là non plus, je ne donne aucune conclusion à travers cette diapositive-là. Je dis juste que la médecine nous permet d'atteindre en 2023-2024 des niveaux de performance et de survie
que nous n'aurions pas atteint il y a ne serait-ce que 50 ans. Il y a 2 jours, je regardais Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sautet. Et à un moment, on voit Yves Montand qui fait un infarctus dans un café. Il est transporté en voiture par les copains chez le médecin généraliste d'à côté qui le sculpte et qui lui dit « On va t'emmener à l'hôpital et puis on te fera un électrocardiogramme pour confirmer. » De nos jours, à peine vous faites le moindre début du truc, vous êtes aux urgences, vous avez la coronarographie, les 3 stents, l'aspirine, le Plavix, et vous avez tout ce qu'il faut pour rentrer chez vous, vous êtes guéri, jusqu'à en faire un autre, mais après vous ferez une décompensation respiratoire d'autres choses, etc., etc. Dans les années 70, là, Yves Montand, il a eu de la chance de s'en tirer dans le film. De nos jours, ce serait fini du premier coup. Premier cancer, c'était fini du premier coup dans ces époques-là. De nos jours, c'est plus comme ça. L'autre constat, évidemment, un autre constat, c'est la tension des soins palliatifs, hein, bien évidemment, ça tout le monde le sait, on en parle beaucoup, et donc la priorité des priorités, pour revenir sur la diapositive où il y avait le monde qui grossit, les gens qui deviennent malades et plus âgés, c'est de dire qu'il faut véritablement avoir des soins palliatifs qui soient à la hauteur de l'enjeu, et actuellement, ils ne le sont pas. On entend souvent parler de piège sociétal. Je reviens avec ma diapositive de John Stuart Mill et David Hume de tout à l'heure. C'est Jean Leonetti qui est contre toute évolution de la loi maintenant. C'est lui qui a fait cette fabuleuse loi en 2005, mais là qui ne veut pas qu'on réévolue derrière. Il dit voilà, la société c'est quoi maintenant? C'est en bas des gens qui sont en bas à gauche individualistes. En haut, ils sont néolibéraux et chacun pour soi et de l'argent pour soi. Ils sont validistes, donc la place pour les handicapés, pour le handicap, etc. Voilà, il ne faut pas que ça gêne trop. Et puis, ils sont jeunistes. En gros, tout le monde passe par la chirurgie esthétique, tout le monde essaye d'éviter les stigmates du vieillissement, etc. Cette société, elle est celle-là, et je ne veux pas de cette société-là, dit Jean Leonetti. Il a raison, à mon avis. La société, elle devient tout ça. Elle aime bien l'individu lui-même, l'individu solitaire, l'individu égoïste, l'individu bien portant, l'individu plutôt jeune. Est-ce que, là, à décharge, est-ce que c'est le fait de légiférer là-dessus qui va changer ça ? Est-ce que c'est le témoin ou est-ce que c'est la cause de cette évolution sociétale, cette loi? Je vous en ai parlé tout à l'heure, les tentations de l'essentialisation. On n'arrête pas d'entendre, et sûrement je l'ai fait aussi dans les articles que j'ai écrits ou peut-être même le bouquin, les malades, ils ne veulent pas ça. Moi, j'entends régulièrement Claire Fourcade, présidente de l'Association française des soins palliatifs, mais pareil pour Jonathan Denis avec la DND. Les malades, les soignants, les soins pal. Il n'y a pas 2 personnes pareilles. Donc, il n'y a forcément que des situations singulières. Alors, est-ce que c'est la place de la loi d'aller trouver une réponse collective à des sommes de situations singulières? En conclusion, je vais vous passer ça rapidement. C'était ce que j'avais soumis lors d'un groupe de travail ministériel sous la forme de si jamais des choses devaient se passer, être légiférées, être légalisées, réfléchissons aux différents moments auxquels nous devrions intervenir, nous soignants. Est-ce qu'il suffit de dire je suis contre, et de sauter sur sa chaise comme un cabri, comme disait le général de Gaulle, ou est-ce qu'il faut mieux anticiper et se dire je vais essayer d'être le plus soignant possible jusqu'au bout, même si ce qui se passe ne me plaît pas? Et les 3 moments où on va devoir intervenir, mais ça je vous en ai déjà parlé, c'est l'examen de la demande, colonne de gauche, la prescription de la substance, si jamais on prescrit, et ensuite l'administration, par la personne ou par un individu extérieur, une tierce personne, mais surtout l'accompagnement des survivants. Et donc tout ça dans différents types de circonstances, vous voyez, qui peuvent être plus ou moins l'hôpital ou plus ou moins la maison. Et donc ça nous faisait 15 cases, et pour l'instant, malheureusement, je pense que nous, soignants, avons trop peu réfléchi à cette manière dont les choses vont nous tomber dessus, éventuellement, si jamais le législateur il dit c'est ça qu'il va falloir faire. Et donc, au-delà du pour et du contre, moi j'ai bien aimé cette phrase de Richard Malka dans tout un tout autre domaine, évidemment, celui de la radicalisation et de l'intolérance religieuse. La seule boussole possible dans une interprétation évolutive des textes,
réside dans l'interprétation évolutive des textes en fonction de l'avancée des mœurs et des connaissances. Et probablement, notre façon de penser, notre façon d'être, n'est plus la même en 2024. On peut s'en féliciter ou s'en attrister, je ne sais pas, mais qu'elle n'était en 1970 ou en 1950, quand on accouchait dans la douleur, ou quand le président du Conseil de l'Ordre disait qu'il fallait considérer le patient comme un enfant qu'il fallait guider dans l'obscurité. On n'est sûrement plus les mêmes. Est-ce que c'est bien ou mal? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est comme ça, et on ne conçoit plus notre propre existence et notre propre rapport à la vie, à la mort et à la médecine de la même manière qu'il y a que quand moi j'étais petit. Si bien que dans tout ça, Camus, qui commente non pas forcément le Antigone d'Anouilh, mais Antigone, probablement plus de Sophocle, dit « Antigone a raison, mais Créon n'a pas tort ». C'est-à-dire que dans tout ça, je ne sais pas si vous avez deviné ce que je pensais ou pas à travers ce que j'ai dit là, mais je suis véritablement dans une situation de déchirement, et je pense qu'il faut que nous le soyons tous très longtemps, et que nous évitions les certitudes. Ayons quelques convictions, mais évitons les certitudes. Et finalement, la situation qu'on vit là, le questionnement qu'on se pose, il est tragique. Oui, il est tragique, non pas parce que la mort clôt la vie, ça finalement on est au courant à peu près depuis le début, mais c'est parce qu'il n'y a pas une bonne réponse à tout ce débat qu'on est en train d'avoir ensemble. Et donc là, vous avez le théâtre d'Épidore en Grèce, le tragique, quelque chose qui n'offre pas une seule et bonne réponse qui satisfasse tout le monde. Et là, je reprends Sisyphe, j'ai cité Camus au tout début. Camus qui dit au début du mythe de Sisyphe, il n'y a qu'une question philosophique véritablement sérieuse, c'est celle du suicide. Là, vous avez compris qu'on est au-delà du suicide, on est dans le suicide assisté, dans quelqu'un, donc un tiers qui devrait intervenir. Et c'est là où effectivement c'est une fracture, éventuellement un basculement anthropologique important. Pour autant, c'est la question qui se pose. Et malgré tout, Camus conclut le mythe de Sisyphe par « il faut imaginer Sisyphe heureux ». Il va falloir qu'on essaye d'être heureux tous ensemble et de continuer à faire société. Vous savez que l'origine étymologique de éthique, c'est ethos, le 5e siècle avant Jésus-Christ, les habitudes, les mœurs, le comportement, etc. Mais au 8e siècle avant Jésus-Christ, chez Hésiode et chez Homère, c'est éthéa, c'est l'habitat, le gîte. Eh bien, il va falloir qu'on arrive à rendre, qu'il y ait ou pas une future loi, et il risque d'y en avoir une, ou il va y en avoir une, soit bien ou mal, il va falloir que l'on rende tous ensemble le monde habitable, même si nos valeurs s'en trouvent bousculées. Et je vous ai mis un petit panachage de films qui parlent tous de la fin de vie, de l'euthanasie ou pas d'ailleurs, mais je vous les recommande à peu près tous à égale valeur. Et je vous remercie pour votre attention. Alors effectivement, c'est la façon dont le projet de loi est écrit pour l'instant. Il y a eu deux versions. Il y a une première version qu'on a connue un petit peu avant Noël et puis la version plus officielle, celle qui a été déposée au Conseil d'État par Emmanuel Macron. Il y aurait une délibération déjà, parce qu'avant de dire accessible à, ça veut dire qui délibère. La délibération sera probablement faite par 3 professionnels. Le médecin qui s'occupe de la personne, en espérant, là aussi, toujours plein de réserves par rapport à tout, parce que vous connaissez la situation des déserts médicaux, est-ce qu'on a tous un médecin généraliste, un médecin spécialiste, etc. Mais bon, en tout cas, le médecin qui connaît la personne. Deuxièmement, un infirmier qui connaît la personne. Donc si vous êtes déjà dans une situation chronique d'hospitalisation pour un cancer ou pour une maladie neurologique, ça y aura. Et troisièmement, un professionnel médecin spécialiste extérieur. Donc le médecin qui connaît la personne, le premier, ça peut tout à fait être le médecin généraliste, absolument. L'infirmier, évidemment, il sera celui du domicile ou il sera celui de l'hôpital. Et le spécialiste, évidemment, sera quelqu'un qui, normalement, n'aura pas de lien de subordination avec le reste de l'équipe qui sera extérieur.
Après, la prescription sera faite par un de ceux-là, notamment le premier, et l'administration sera faite par la personne, serait, encore faut-il que les députés passent par là, faite par la personne elle-même, ou à défaut avec l'aide d'un tiers qui pourrait être un aidant, un proche ou un soignant. Ce qui pose la question d'une certaine solitude potentielle de la façon dont on se retrouvera soi-même face à une prescription. J'aime pas trop l'idée du proche, par exemple. J'ose pas trop imaginer, à part si c'est véritablement quelque chose de réfléchi, de consenti, de quasiment ritualisé. Sinon, ça peut être assez rude. Oui, c'est une question absolument centrale. Évidemment, c'est très peu de personnes en valeur relative. Dans le pourcentage de personnes qui décèdent chaque année, on est 650 000 à peu près en France à décéder chaque année, c'est entre 1 et 4% des personnes, probablement, si on en croit les chiffres des pays qui ont déjà légiféré, à part le Québec qui sort un peu, qui dépasse un peu, mais voilà. Donc finalement, ça fait, si on prend l'échelle, la partie basse de la fourchette, ça fait quelques centaines de personnes. La partie haute de la fourchette, si on va vraiment très très haut et qu'on prend par exemple les chiffres du Québec rapportés au nombre de décès en France, ça pourrait faire 40 000 personnes année. Là, on met les choses. Le Québec a déjà légiféré depuis 2016, ils n'en sont pas à leur première année. La Belgique, c'est depuis 2002, l'Oregon 97. Donc, on n'en serait pas d'emblée, on ne passerait pas de 0 à 40 000 en une semaine. Mais c'est sûr que la proportion de gens est faible. La question est, est-ce qu'une loi doit être faite pour le plus grand nombre, ou est-ce qu'elle doit effectivement, comme vous le dites justement, apporter ce degré de complexité, de granularité ultra fine pour des cas qui seront tous très individuels? On peut se dire effectivement c'est trop compliqué pour, et puis on peut inversement examiner le truc en disant oui, mais on répond quoi à ces gens qui ne sont pas, qui ne correspondent pas à l'épure des 98-99%, qui sont ces 1 ou 2% qui ne sont pas comme les autres et à qui on continuera à dire bah, tant pis, vieux, allez en Suisse ou en Belgique. Voilà, donc, mais effectivement, cette question, elle est centrale. On fait un truc, on se lance dans quelque chose d'extrêmement compliqué en espérant quand même que la bonne médecine, qui soulage bien la souffrance physique, psychique, existentielle, c'est plus compliqué, mais au moins physique, voire psychique, elle ait déjà permis qu'il y ait très peu de demandes résiduelles, espérons-le. Vous avez complètement raison. Comme je disais avec la diapo un peu animée tout à l'heure, l'essentiel, l'énormité de la question, c'est d'accompagner et de proposer une bonne réponse en termes de bonne médecine et de bons soins palliatifs à une immense majorité de la population. Et ça, effectivement, pour le vivre, là pour le coup vraiment tous les jours, soit pendant mes 30 ans de réanimation, soit depuis 5 ans avec le comité d'éthique et les soins PAL de mon hôpital, dans une immense majorité de cas, le fait d'accéder déjà à une unité de soins palliatifs ou à des professionnels de soins palliatifs permet de régler ce qu'on n'avait pas réglé auparavant de façon correcte, qui est notamment la souffrance physique qui était mal prise en compte, mal traitée par des gens qui connaissaient, dont ce n'est pas la spécialité, donc voilà, qui ne pouvaient pas faire assez bien. La souffrance psychique, il y a également des moyens d'accompagner
un certain nombre de situations, même si là c'est déjà quand même plus compliqué. Souvent j'entends oui, mais on n'a pas traité telle dépression de tel patient qui est en 9e ligne de chimiothérapie. On pourrait introduire tel traitement antidépressif. Et si jamais il était dépressif, ben oui, il l'est, évidemment il l'est dans cette situation-là, qui ne l'est pas. Est-ce que notre traitement pour autant permettra d'y accéder? Là c'est déjà plus compliqué. Quant à la souffrance spirituelle ou la souffrance existentielle, alors là, n'en parlons pas, on est au-delà du psychique, on est dans quelque chose qui est la représentation par rapport à sa vie. Et là, pour le coup, les soins palliatifs ont quand même moins d'action. Donc, là où je mets un petit bémol par rapport à ce que vous dites, souvent, les patients, avec ce pronom défini et cet adjectif défini, pour moi, une immense majorité de personnes, effectivement, quand on a apporté les bons soins, les bons traitements, la bonne attention, le bon accompagnement, simplement le fait de s'écouter, de se parler, rien que ça déjà, avant tout médicament, de rester 2 heures dans la chambre, ah oui, c'est pas tarifé comme il faut par la sécurité sociale. Mais quand on arrive à le faire ça, bah déjà, on a fait une grosse partie du taf. Pour autant, derrière, il y a des demandes qui sont récurrentes, rémanentes, persistantes, de personnes qui ont accès aux soins palliatifs. Par exemple, en Oregon, plus de 80% des personnes qui obtiennent la prescription sont déjà des personnes suivies en soins palliatifs. Alors, est-ce qu'ils font aussi bien que le font nos médecins de soins palliatifs en France? Je ne pense pas, parce que je pense qu'on a une expertise en soins palliatifs française qui vraiment est très bonne, comme certains autres pays d'Europe, mais est-ce que l'Oregon fait aussi bien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas la réponse à tout. Alors, oui, c'est une idée qu'on peut se faire. Quand on regarde le rapport annuel ou tous les 2 ans de l'Oregon, les patients qui demandent en majorité sont de la classe aisée et blanc. Comme quoi, c'est contre-intuitif, hein, je suis d'accord, on pourrait se dire la dépendance, le poids financier, etc., ne pas pouvoir payer ses soins. Et ça va avec une certaine idée peut-être de la maîtrise de soi-même que l'on se fait quand il y a un certain niveau socio-culturel versus un sentiment de fatalité ou d'acceptation de quelque chose qui serait plus, oui, de l'ordre de la destinée finalement à laquelle on se soumet. Donc oui, moi j'ai pensé comme vous au début, puis je suis allé regarder, et en fait ils sont CSP+, catégorie socio-professionnelle positive, et blanc. J'imaginais pas ça. Oui, bien sûr. Après, j'allais dire l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que, enfin, il ne faut pas que l'un empêche l'autre en tout cas. Là, il y a, alors si on veut voir le verre à moitié plein, on va dire 1,6 milliard de débloqués sur 10 ans pour les soins palliatifs. Si on veut le voir à moitié vide, on va dire c'est 5% par an d'augmentation du budget habituel, donc c'est juste l'inflation ou à peine plus. Il est très clair que, et ça, c'est aussi ma petite diapo animée de tout à l'heure, l'essentiel du problème pour 98% des gens, mais également la question de la déshumanisation de la médecine ou de l'hypermédicalisation de l'existence, fait que vous parlez d'abord à des algorithmes, vous avez affaire à des temps de consultation extrêmement courts. Vous avez effectivement à préparer votre consulte en 10 minutes, et alors avec des outils qu'on vous donne parfois, des choses qui vous permettent de cliquer, de machin. L'impersonnalisation que ça génère est terrifiante. Donc oui, il faut absolument diminuer ça. Je ne sais pas si on arrivera à revenir en arrière, parce que moi ce qui me fait peur, là je digresse un peu, mais c'est... nos jeunes médecins, il y en a 2 là qui sont au premier rang,
sont beaucoup plus intelligents que nous n'étions, nous, quand on a été formés, sont beaucoup plus ouverts aux sciences humaines et sociales et sont beaucoup plus en appétit d'écouter les gens. Mais, parallèlement, on nous offre à nous, médecins, des nouveaux jouets, si je puis dire, mais à nous, médecins, mais à nous, patients, pareil, des nouveaux jouets tous les jours. Le nouveau robot, machin, la nouvelle pilule truc, le nouvel inhibiteur de quelque chose, pour le cardiologue, le stent qu'on met dans la coronaire. Moi, j'ai le papa d'une amie qui est en situation de... Le monsieur est en situation d'Alzheimer très très avancée. Il avait longtemps dit qu'il ne voudrait pas ça, puis bon, c'est arrivé comme ça. Voilà. De toute façon, il ne serait pas éligible à une future loi, mais il est en EHPAD. Et un jour, il a fait un malaise dans l'EHPAD un dimanche. Il est allé en... c'est l'histoire que je racontais un peu, ce qui serait arrivé à Yves Montand maintenant. Il a fait ça. C'est-à-dire qu'on l'a emmené aux urgences. Il est tombé sur un cardiologue qui a fait tout bien. L'électrocardiogramme, la coronarographie. Derrière, un radiologue interventionnel qui a fait tout bien. Il a mis le stent. Derrière, un autre cardiologue qui a mis l'aspirine et le machin, tout bien. Et le monsieur est revenu dans une situation encore plus catastrophique d'automutilation et d'agressivité en EHPAD, alors qu'on aurait pu imaginer qu'une certaine détechnicisation, un retrait de l'hypertechnicité de la médecine aurait été bien plus... Il aurait mieux fallu accorder du temps de parole et d'écoute à ce monsieur que de passer 3 heures à lui mettre des tuyaux dans le cœur. Donc, oui, il faut absolument passer par tout ça. Après, les situations que moi je vois, alors un peu en cancérologie, mais surtout parce que je travaille en collaboration avec une collègue neurologue qui s'occupe de patients atteints de maladie de Charcot et de maladie de Parkinson, sont des situations sur lesquelles l'entourage est parfaitement là, l'écoute est parfaitement là, etc. Mais les gens savent, dans un certain nombre de situations, qu'on peut les écouter autant qu'on veut, leur prévoir autant de choses qu'on veut derrière. Ça, par contre, ils ne voudront pas le vivre. Donc effectivement, est-ce que cette frange, si je puis dire, petite, de personnes, et heureusement, ce n'est pas beaucoup de gens par an en France, sauf si on regarde la partie haute de la fourchette, 40 000, ça ferait un peu frémir. Est-ce qu'il faut légiférer pour cette partie-là? C'est la question que je vous posais. Moi, à titre personnel, je pense que oui. Mais que ça n'aura aucun sens si on ne remet pas un peu l'église au milieu du village avec des fondamentaux. Ça, je demandais à mes jeunes collègues tout à l'heure en préparant la soirée, est-ce que vous avez des sciences humaines et sociales à l'école des docteurs? Est-ce qu'on vous apprend la philo? Est-ce qu'on vous apprend la sociologie, les humanités, la psycho, etc. L'anthropologie? Est-ce qu'on vous apprend des choses qui sont finalement beaucoup plus importantes à savoir et à donner comme temps que d'apprendre la mutation machin ou la molécule truc, que de toute façon un jour un algorithme et un ordinateur sauront faire ou détecter beaucoup mieux que nous. Et ça, je pense que c'est le vrai défi des années 2030-50. Nous apprendre à redevenir humains. Vous avez raison. En plus, il y a une hétérogénéité de faculté à faculté et un facteur de 1 à 8 selon les doyens. Donc c'est à la tête du client, de la faculté dans laquelle on se trouve et qui nous apprend des choses. Et nos jeunes collègues sont là et vont pouvoir en témoigner. Mais effectivement, on nous apprend l'empathie ou on nous apprend aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, le fait que, attention, vous allez perdre de l'empathie bientôt. Mais si on ne fait rien pour que effectivement, cette empathie ne se perde pas, on apportera un constat auquel on n'apporte aucune solution. Donc, il faut apprendre les disciplines transversales, il faut apprendre les disciplines humaines et sociales. C'est la stratégie décennale, puisqu'il y a dans l'autre pendant de la loi Macron, donc il y a la partie aide active à mourir, il y a la partie fin de vie soins palliatifs. Elle se base sur un premier plan qui s'appelle une stratégie décennale qui a été élaborée par le professeur Franck Chauvin,
qui a plein de défauts, enfin, il y a des trous dans la raquette, mais il y a quand même au moins cette volonté de mettre dans l'apprentissage des futures générations quelque chose de moins purement technique et de plus lié aux soins et à l'accompagnement. Après, entre le vœu pieux et la concrétisation réelle, tout ça mis en opposition avec ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'on a de plus en plus de jouets techniques à disposition, beaucoup plus difficile d'apprendre à être humain que d'apprendre à être un singe savant. Je pense qu'il faut les deux. Il faut des cours un peu académiques. Il faut qu'on vous apprenne, par exemple, ce que c'est les biais cognitifs. On ne vous apprend pas ça. Moi, on ne me l'apprenait pas. Par exemple, le fait de dire à une personne, lui donner une information qui est, voilà, prenez votre hormonothérapie après votre cancer du sein, ça fera diminuer par 2 les rechutes à 5 ans. Là, tout le monde achète. Tout le monde se dit, je vais le faire. Si on dit, ça fera diminuer de 5% à 2,5%. Déjà, c'est la même information, pourtant. Déjà, elle est moins sexy, si je puis dire. Et si on dit la même chose, mais d'une troisième manière, qui est dans 95 fois sur 100, et peut-être 97,5%, vous prendrez ce médicament pour rien, avec les bouffées de chaleur et tout ce qui va avec, c'est pourtant la même information, c'est 3 manières de la dire, et probablement en face, il y a 3 manières différentes de la comprendre, donc 3 puissance 3, 9. Donc 9 cas singuliers, et ça, on ne nous l'apprend pas. Donc je te rejoins sur le fait que le compagnonnage, et donc le fait d'être avec des mentors et des gens qui sont avec vous et qui vous apprennent la substantifique moelle de la relation humaine, oui, il faut également apprendre des choses de sociologie, de psychologie qui sont... c'est la base scientifique de la mise en pratique qu'on a après. Je vous rejoins évidemment. Moi, j'ai été beaucoup plus dogmatique à une certaine époque, quand j'étais un peu plus jeune, forcément. Hein, quand on est petit, au début, on est du punch. Et j'étais vraiment très pour la volonté, la vérité au malade, quoi qu'il arrive. Et puis, j'ai mis un tout petit peu d'eau dans ce vin-là, même si c'est vraiment pas bon, de l'eau dans le vin, mais ça se fait pas. Mais en disant... Il faut surtout s'acclimater, aller au pas de la personne. Moi, j'ai un papa qui est décédé en 2016 d'une série de 3 maladies hématologiques, très âgées, hein, donc 3 maladies hématologiques successives, chacune se compliquant l'autre. Avec un fils médecin, il savait ce que je faisais, je racontais globalement à peu près tous les jours. Il n'a rien voulu savoir jusqu'au bout. Je commençais à évoquer un petit peu la suite, simplement des soins, etc. Il quittait le fauteuil, il montait dans sa chambre. Donc ça, et puis d'autres choses, m'ont fait dire, en fait, il faut d'abord écouter, savoir qui on a en face de soi, que savez-vous, qu'avez-vous envie de me dire, et qu'avez-vous envie que je vous dise, et qu'êtes-vous en capacité, ou en tout cas de recevoir, et de recevoir là par moi, ou de recevoir à un autre moment et par quelqu'un d'autre. Donc il y a que du sur-mesure à faire. Il n'y a aucun... le prêt-à-porter, ça ne marche pas, mais effectivement, une fois qu'on a dit ça, qu'il faut s'adapter au pas du malade, etc., la médecine a quand même souvent, ou les docteurs, ils sont pressés, machin, un peu des fausses pudeurs ou des manières de ne pas dire le mot mort, par exemple. Vous regardez la loi Leonetti de 2005, le mot mort, il apparaît très peu. Alors on tourne autour, hein, et là d'ailleurs un petit reproche qu'on peut faire quand même au projet tel qu'il est énoncé par le président de la République, c'est qu'il a enlevé les mots assistance au suicide et euthanasie. Je comprends, aucun des deux n'est parfait, mais au bout d'un moment, on peut se demander à quel moment on appelle un chat. Donc voilà, on en revient à la diapo de Camus du début et de Léopold Sédar Senghor. Il faut mettre un mot sur les choses.
Oui, mais je vous comprends d'autant plus que moi, c'est un des arguments qui ont fait que j'ai un peu évolué dans ma pensée en me disant, je ne vois pas comment on pourrait laisser dans la clandestinité ou dans l'arbitraire à la fois les gens, mais également les professionnels qui sont en face et qui risquent d'être ballottés d'une influence à une autre, sachant qu'actuellement des euthanasies ont lieu en France et de façon plus ou moins ouverte ou plus ou moins inconnue, et que vaut mieux qu'à un moment les choses soient probablement dites et écrites. Moi, je me souviens d'une phrase, alors c'est Jean Leonetti qui racontait ça, avant la loi de 2005, il interroge un de ses collègues, qui est celle qui a permis le fait de ne pas rentrer dans l'obstination déraisonnable, de pouvoir débrancher un ventilateur si jamais il y a une vie végétative au bout. Et il interroge un de ses collègues réanimateurs, lui cardiologue, je crois, Jean Leonetti, et il lui dit, alors voilà, vous avez décidé d'arrêter la machine pour tel monsieur Martin, etc. Oui, on a décidé, vous avez bien réfléchi, oh là là, oui, on a réfléchi beaucoup. Et vous avez pris cette décision de façon collégiale, tous ensemble. Ah oui, on en a parlé en staff, on a réfléchi plusieurs. Enfin, ça fait des jours qu'on y pense. Enfin, voilà. Et Jean Leonetti répond à son collègue réanimateur, ben voilà, ce que vous avez fait, c'est un crime avec préméditation en bande organisée. Et tant qu'il n'y avait pas cette loi 2005 qui permettait de sortir de l'angle mort, sans mauvais jeu de mots, ces pratiques qui n'étaient pas encadrées, on était dans le crime avec préméditation en bande organisée. Et donc là, enfin, la loi a permis d'encadrer au mieux, par la collégialité, par une réflexion tracée dans les dossiers, etc., nous sortir de la solitude, la fameuse solitude dont parlait Robert Badinter tout à l'heure. Il n'empêche que le médecin restera toujours dans sa solitude. Oui, mais non. C'est-à-dire que peut-être que quand même le fait d'introduire justement un circuit un peu circulaire et avec ne serait-ce que, non pas vous toute seule, mais deux autres collègues qui attesteront, réfléchiront avec vous, vous feront peut-être mettre un pas de côté, vous déchargeront peut-être de l'émotion que ça génère, etc. On peut espérer que ce soit vertueux. Merci à vous. Merci.